Remarques? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 15. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 16. Budget de l'église protestante de Jamblot, exercice 2026. Grégory. Alors, l'église protestante de Jamblot, c'est un exercice pour le 2026 avec un équilibre également pour un montant de 31 400 euros. La participation financière de la commune à l'ordinaire est de 1885,70 euros et la participation de 2025 est de 1372 euros, donc il y a une légère augmentation d'un montant de, grosso modo, un petit 500 euros. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques pour ce point 16? Donc je vous propose alors qu'on passe au vote de ce point. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 17. Budget de la fabrique d'église de Villers-CE, exercice 2026. Réformation. Grégory. Merci Madame la Présidente des fabriques d'église de Villers. Vous avez vu que c'était une réformation. Il y a quelques ajustements qui semblent avoir été nécessaires quant au fait que le budget puisse passer à l'équilibre. Donc je suppose que vous avez vu les différents articles qui devraient être effectivement modifiés. Avec une participation communale de 9 368 euros. On est sensiblement effectivement en diminution au niveau de la part communale, mais vous apercevrez que les travaux à l'extraordinaire pour un montant de 15 000 euros sont prévus. Ça concerne en fait les travaux réalisés au niveau de... C'est sur le point, je ne sais pas si c'est le message que tu envoies. Je peux continuer. Donc c'est des travaux qui sont réalisés au niveau de la fabrique de l'église de Villers, où en l'occurrence des toilettes souhaiteraient être posées au niveau de l'église avec effectivement une pièce à désaffecter là où la cuve à mazout se trouvait pour l'enterrer de manière à ce qu'ils puissent effectivement avoir une toilette pour les personnes qui se rendent à l'église. Merci, voilà. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui. Nani. Mon micro fonctionne. C'est magnifique. Mais on a vu passer quand même, et il y en a encore un après. Mais j'interviens maintenant, comme ça casse un peu le rythme. Non, c'est simplement, je me posais la question, n'étant pas spécialiste des fabriques d'églises, désolé maman. Pourquoi une telle différence entre les différentes églises, la part communale entre les différentes églises? Tout simplement parce que toutes ne sont pas avec le même, je dirais, patrimoine. Laurent pourrait te faire éventuellement une petite explication à cet égard-là, mais si je pouvais prendre par exemple une explication par rapport à l'église de Rhine ou la fabrique d'église de Rhine. La fabrique d'église de Rhine a effectivement plusieurs bâtiments en son sein qui lui permet effectivement d'avoir des rentrées financières, comme notamment le fourni qui lui permet aussi d'avoir des rentrées locatives parce que forcément ils ont un budget nettement plus important et des rentrées plus importantes, ce qui permet aussi d'avoir, lorsqu'ils ont des travaux à réaliser, des fonds propres qu'ils emmagasinent et qui peuvent alors à ce moment-là remettre dans les travaux qu'ils réalisent, des maisons en location également, qui peuvent remettre effectivement dans le patrimoine de l'église et faire les travaux nécessaires. Donc aujourd'hui, vous avez une fabrique d'église comme Villers qui est un peu moins nantie, puisque c'est une église qui a été mise à disposition pour le culte par le baron de Villers, et donc notamment tant qu'on a l'exercice du culte, on peut y pratiquer le culte, et donc on l'a à disposition. Et si demain la fabrique d'église doit faire des travaux, malheureusement elle est liée éventuellement en rentrée, et on sait malheureusement que les fidèles ont de moins en moins la possibilité, ou en tout cas ceux qui y sont de moins en moins, et donc forcément tout ce qui est quête et autres font qu'on est dans une difficulté au niveau des rentrées, soit par le bien des dons des fidèles, mais aussi par rapport à ce que la fabrique d'église peut avoir comme retour financier au niveau de leurs produits de location ou autre. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Laurent. J'ai essayé de vulgariser de la manière la plus fidèle, si je puis dire, la situation. Maintenant, ça fonctionne. Merci pour l'explication. Petite question.
question subsidiaire, il n'y a pas de participation du diocèse, enfin, ou de l'Église catholique de Belgique? Non. Merci Napoléon. Ouais, Thésaurier. Merci beaucoup pour les explications et encore désolé maman de ne pas connaître tous ces détails. merci Manu. Je m'attendais à une réflexion un peu plus élaborée, mais c'est pas grave. Pas d'autres questions. Donc on va passer au vote de suffrage 17. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 18, budget de la fabrique d'église de Warizou, exercice 2026, réformation du Grégory. Oui, merci Président. Donc, ce budget 26 pour la fabrique d'église de Warizou. Donc, on est à l'équilibre avec des recettes et des dépenses pour un montant de 29 921,25, avec une participation communale qui est légèrement en hausse par rapport aux précédentes années, à 20 567 pour l'année 2026. Donc, c'est une réformation que vous avez eu l'occasion de voir. C'est plutôt des ajustements au niveau, et ici en l'occurrence, sur les articles budgétaires R17 et D52. C'est un petit peu technique, mais donc effectivement, voilà, c'était une correction qui est apportée par le diocèse précisément en la matière, et ça, ils s'en donnent à cœur joie, mais ils en restent là. Comme dirait le porte-parole Nicole, ils se sont arrêtés là. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la cour? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 18, qui clôture tous les budgets de fabrique d'église. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 19. Enseignement, conseil de participation, désignation de 3 représentants communaux. Oui, ben voilà, je pense que tout est dit, donc on va devoir donner des noms, puisqu'il y a 3 représentants par école, mais un qui est déjà pris par les directions, et donc il y a une proposition ici de prendre d'une part une place par l'opposition et l'autre place par la majorité, mais il y a quand même il y a quand même un message de direction, c'est que la fois passée, il n'y a pas beaucoup de conseillers qui se sont présentés, et donc il faut savoir que c'est quand même assez important pour les écoles. C'est pas régulier, c'est pas même souvent, mais n'empêche que quand il y a une convocation, celui qui s'engage aujourd'hui à participer participe, parce que c'est une bonne chose pour l'école. Et si le quorum n'est pas atteint, ils ne pourront pas avancer. Donc ici, je laisse peut-être un nom au directeur général pour pouvoir citer les noms qui ont été à la fois remis par l'opposition et les noms qui ont été... Tu ne les as pas fait, alors Bertine, la présidente, non, pas l'opposition, mais de la majorité. Oui. Voilà. Donc pour Rémine, il y a Valérie. Et Jean-François Marié. Pour Meux, il y a Baudon. Et Michel Martin. Pour Saint-Denis. Pour Saint-Denis, c'est Régine. Et Gilles. Pour Warizou. Thierry Chauvel. Et Laurent Bottil. Pour Bombès. Emmanuel Gérard. Et Michel Janquin. Et pour Rime. Didier Hôtel. Et Briel Gilles. Comme chacun, comme le postulant de la place, il n'y a pas... Donc on va passer au point 20, donc patrimoine communal, centre culturel, placement d'une nouvelle installation électrique et mise en conformité incendie ainsi qu'anti-intrusion. Décision, Baudouin. Bonne nouvelle pour le centre culturel des Mines, on a ici on nous demande d'approuver le cahier de charge. Donc on vient de déclarer pour la nouvelle installation électrique ainsi que la mise en conformité incendie intrusion. Donc le marché est une procédure négociée directe de publication préalable. Et on est dans un montant de 250 000 €, TVA comprise. Donc on peut l'approuver. Merci. Merci Jean-François. Ah, voilà. Voilà, donc j'ai 2-3 petites questions ou remarques par rapport aux travaux qui vont avoir lieu dans le centre culturel.
Évidemment, on a un historique quand même par rapport au chantier sanitaire qui avait été à l'époque un peu catastrophique au niveau des délais. Les personnes qui étaient responsables ici, je pense que c'était plutôt l'entrepreneur qui n'était pas très sérieux dans la mise en œuvre de ceci. On va connaître ici quand même le cahier des charges, donc la remarque porte leur fruit quand même. Le cahier des charges est très bien ficelé ici, il est complet. Je vais lire par des personnes un petit peu expertes, entre guillemets, donc c'est quelque chose de très valorisant, donc c'est une bonne chose. J'ai quand même une remarque par rapport au fait qu'on espère vraiment donc, les 250 000 euros qui vont être alloués pour ce chantier-là. On espère qu'ils vont pas être, qu'il va pouvoir avoir de nouvelles surprises en faisant les travaux dans le pension culturel et que ces montants ne vont pas être exagérément complémentés par des suppléments. Par exemple, je suppose qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Je suppose qu'on a vérifié le toit, évidemment. On ne va pas nous dire à un moment donné peut-être qu'il faut refaire le samboulage pour tout en est assuré. Donc on va mettre des panneaux photovoltaïques. Donc je suppose que l'endroit où on va les déposer sera bien. Ouais. Je ne sais pas ce qui est monté sur le toit, mais voilà. On sait très bien aussi que l'installation de gaz est coupée au centre culturel d'Imine depuis une semaine ou deux. Donc plus rien n'est en mode de fonctionnement au niveau du gaz. Est-ce que ça va être un autre marché? Est-ce que ça va faire partie du chantier et pour lequel évidemment on va avoir des suppléments? On le sait déjà, donc on sait qu'il faut être préparé au niveau gaz. L'installation est morte. As-tu déjà l'idée de la date à laquelle les travaux vont être faits? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle demande par rapport à un nouveau cahier des charges pour cette installation-là? Il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations qui vivent évidemment dans la salle, donc je sais que le délai que vous aviez mis du 1er décembre au 26 janvier 2026, est-ce qu'il va pouvoir être respecté par l'entrepreneur qui n'a pas encore reçu le cahier des charges complet? Donc ils ont 15 jours, 3 semaines pour répondre, je pense. Donc un entrepreneur pourrait déjà faire un chantier de cette ampleur en 2 mois, en moins de 2 mois. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que tu penses que ça va être faisable au vu de toutes les manifestations qui sont prévues pour l'année 2026 dans le centre culturel? Je tiens aussi à dire que, évidemment, tous les travaux que l'on fait maintenant, c'est suite à un avis négatif des pompiers, mais il y avait déjà eu un avis un peu qui n'était pas très glorieux en 2020. C'était pas Robert Flack, c'était bien là-haut, je précise. Donc le 20 septembre 2020. Et donc, est-ce que c'est marqué dans les pompiers qui est dans le dossier? Et donc, est-ce que vraiment tu penses que les délais vont pouvoir être respectés dans ce cas-ci? Voilà, toutes les questions pour Baudouin, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de prendre. Au niveau du délai, en effet, donc le délai, c'est quelque chose qui est repris dans le marché, donc c'est quelque chose de très important au niveau des délais. On a bien entendu, avant de mettre ce délai, plutôt le service en disant que cette n'arrive pas, donc on est rassuré par rapport à cela. Pour éviter les dépassements, s'il était fait, on a déjà rencontré les différents responsables de la salle avec les plans pour voir justement si pour eux il y aura plus de changements par rapport à ces plans qui ont été exécutés. Donc ça, c'est vraiment une finalité, parce que ce qui arrivait souvent par la suite, c'est que même un gestionnaire avait des suppléments vers la société qui était en cours de travaux, et finalement, les suppléments, il arrive sur les factures qu'on doit justifier avec la combine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour anticiper tous ces problèmes-là. Maintenant, vous garantez aujourd'hui qu'il n'y aura pas de supplément, on ne saura jamais le faire. Donc là, on va dans beaucoup de dossiers, c'est qu'à un moment donné, si j'espère que ça ne va pas exploser au niveau de la fourniture d'électricité dans les mois qui viennent, je vais dire de nouvelles factures de rendu. C'est la seule chose que je peux craindre, mais je ne crois pas que ça peut arriver. Donc voilà, c'est celle-là que j'ai peur. Au niveau des pas du tout. En effet, c'est bien clair par rapport aux différentes sociétés qui gèrent la salle. On doit de toute façon nous respecter les délais, et si pas, on va trouver des solutions. On va peut-être
gérer ces délais. Au niveau du gaz, en effet, c'est quelque chose qui est arrivé par la suite. Donc là, ce qui a déjà été fait, c'est maintenant de service, mais c'est toujours en cours de voir les alternatives. Donc l'idée, ce serait de se dire demain, est-ce qu'on peut se passer du gaz complètement à la salle? Si oui, comment? Avec quoi comme matériaux, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le marché, on ne va pas arrêter ce marché ici pour le gaz, malheureusement, parce que là, on va perdre vraiment du temps et on ne peut pas se le permettre. Et en effet, on devra peut-être revenir devant vous avec un autre dossier par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore te le dire. Nous, l'idée, c'est de se dire si on peut complètement se passer du gaz au niveau de la salle, on le fera. Donc, en toute la garantie, puisqu'on attend toujours la réponse du service des travaux qui va analyser la situation. Et ils doivent même également trouver des alternatives pour que le théâtre soit assuré pour ceux qui vont la suite qui arrive ici avant que les travaux soient faits au niveau du gaz, pour qu'ils puissent l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, le gaz est coupé, donc ça veut dire que il y a une partie de la cuisine qui n'est pas utilisable, puisqu'il y a une partie qui fonctionne au gaz. Et donc là, il y a peut-être des alternatives qui être trouvées pour les différentes activités qui ont lieu actuellement dans la salle. Voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Et en effet, oui, je pense que c'est vraiment faisable. Alors, on ne serait pas ici autour de la cité parce que c'est un point aussi qui inquiète les gestionnaires. Mais le report d'un mois ne change rien parce qu'on a bien vérifié tout ça pour que ce soit dans les cas. Voilà. J'avais encore une question. Oui. Merci Baudouin pour les réponses. Et alors, on se posait la question aussi par rapport à la fiche numéro 1.14 du PCDR qui disait qu'on allait transformer le centre culturel des mines en espace polyvalent. Et là, je me tourne vers les gens en charge de cela pour savoir si ces travaux-là ne vont pas justement à l'encontre de la finalisation de cette fiche projet. Est-ce que cette fiche projet-là avance, tout simplement? Où en sommes-nous? Parce qu'on parle évidemment d'espace théâtral, donc il faut des installations électriques bien spécifiques, je suppose. Et donc, est-ce que ce n'est pas le projet qui se permute un petit peu, qui chevauche un petit peu? Est-ce que ça ne va pas retarder l'un ou l'autre, en sachant qu'ici, évidemment, c'est une demande des pompiers, donc on a 6 mois pour le faire, donc ça on n'en discute même pas, mais qu'en est-il de cette fameuse fiche numéro 14? Alors, une mise en ordre électrique ne peut que contribuer à rentrer en convergence avec la fiche 1.14 du plan de développement rural. Alors, l'aménagement théâtral, je rappelle qu'on est dans un espace polyvalent. Donc, ça veut dire que cette salle qui peut être en configuration théâtre redeviendra du jour au lendemain configuration salle des fêtes. Donc voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une électricité conforme et qui permette effectivement de pouvoir y brancher les différents éléments sonores ou de lumière qu'un théâtre a besoin. A fortiori, ce sera le théâtre plus facilement demain quand les électricités ont été refaites et conformément à la législation qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, ça ne fait que contribuer à améliorer les installations. Quant au timing, il n'y a pas de timing imposé, si ce n'est qu'on sait que le PCDR a été validé pour une durée de 10 ans, mais qui peut être renouvelé parce qu'on peut redéposer de toute façon des fiches. Ici, on se rend compte qu'on est un peu, on est juste, on n'arrivera pas à la fois mettre en ordre la salle et aboutir, à moins d'avoir une manne. Une subvention qui nous tombe du ciel, mais connaissant les finances du pouvoir de tutelle, que ce soit la Fédération de Bruxelles ou la région Wallonne, je n'ai pas l'impression qu'on va avoir cette manne céleste qui va nous tomber dans l'escarcelle communal. Et a fortiori, tant qu'il n'y aura pas un subventionnement raisonnable, on ne pourra pas activer cette configuration en espace polyvalent. Mais effectivement, tu l'as bien signalé, l'urgence des urgences, c'est bien de rendre l'ensemble du centre culturel conforme aux exigences pompiers. Merci. Je pense Non, ça va, c'est complet. Jean-François, tu as plus de remarques? Merci. Oui. J'ai une remarque pour le prix des métaux de l'inquiétude de Baudouin. A priori, et je viens de stopper sur 2-3 sites,
il n'annonce pas une hausse extraordinaire des taux. Donc, c'est surtout les fournitures. oui, mais le cuivre fait partie de tous ces métaux qui sont utilisés. Le cuivre ne devrait pas augmenter de plus de 1%. Ça me rassure. Ce n'est pas sûr et certain, mais comme ça, au moins, ça rassure aussi Jean-François. Je suis là, si vous voulez des infos, je suis là pour le métal. Plus que pour les églises. Merci Manu pour ta rapidité pour les recherches. Donc s'il n'y a plus de questions autres, donc je propose qu'on passe au vote de ce point 20. Donc y a-t-il de vote pour? Unanimité. Merci. Point 21. Enseignement. Appel à candidature mixte interne pour un poste de directeur effectif et approbation du profil de fonction. École de Meudon-West. Oui, voilà, merci. La directrice est absente pour une période de plus de 15 semaines, ce qui nous permet de lancer un appel pour la remplacer, d'autant qu'elle est en absence pour raison médicale, mais elle prendra un départ définitif au 1er mai 2026, et ce qui nous permet maintenant de lancer un appel, et on vous propose plutôt un appel en interne directement, puisqu'on sait qu'il y aura des candidatures. Après coup, ça permettra à cette personne, sa période de stage, de tenir compte, si elle réussit, sa période de stage sera déjà tenue compte. Alors je m'exprime très mal. Je veux dire qu'elle pourra commencer sa période de stage dès qu'elle aura réussi et pas attendre le 1er mai au départ de la directrice qui a choisi le 1er mai pour sa pension. Donc le fait qu'elle soit en période de maladie maintenant, on lance l'appel, la personne qui réussira peut commencer son stage directement au moment où elle va rentrer en fonction et pas attendre le 1er mai. Voilà, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais j'espère que maintenant c'est compréhensible. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques pour ce point 21? Non. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Point 22, sécurité publique, SWDE, gestion des ressources en eau, contrôle et gros travaux, convention hydrant. Voilà, alors ça concerne ici les hydrants, et on se rend compte à travers toutes les communes que c'est un gros problème au niveau de la sécurité, où la SWDE s'occupe, je veux dire, des hydrants, mais pas de tous les hydrants. Ils s'occupent principalement des hydrants qui permettent des purges. Pour le reste, ils laissent un petit peu aller, et puis, au fur et à mesure des années, il y a des citoyens qui ont fait construire, qui ont caché l'hydrant, ou qui ne trouvent pas ça très beau, et donc qui ont mis les graviers sur les tacs, et donc on s'est rendu compte ici, après deux incendies avec les pompiers, qu'il y avait des hydrants qui ne fonctionnaient plus ou qui étaient cachés. Alors, pour la sécurité, ça va, puisque un hydrant ne va pas, on va à celui qui est à côté, et les pompiers viennent toujours avec un camion-citerne, sachant que c'est un gros problème dans les communes. Mais n'empêche qu'il faut se mettre en ordre, et donc on a rencontré la SWDE, qui avant le faisait de manière gratuite il y a des années, mais maintenant demande à ce que ce soit payant. Il y a différentes conventions. La première convention, c'est une trentaine de villes, et ils vérifient tous les hydrants. Il faut savoir qu'il y en a 501 sur la Bruyère. Donc ça veut dire vérifier tous les hydrants, c'est de les mettre en ordre, donc la signalétique, remettre la couleur, ainsi que le trait de couleur sur le trottoir qui aide les pompiers à trouver l'hydrant plus rapidement. Ils font une gestion aussi informatique qu'ils envoient au niveau des pompiers, et alors ils font un test, et si ça ne va pas, à ce moment-là, ils peuvent remplacer l'hydrant, mais il faut savoir que remplacer un hydrant, c'est plus ou moins 2800 €. Donc, on vous propose ici de signer deux conventions. La première convention, c'est celle de tout vérifier pendant la période de 2026. Ceux qui posaient problème sont déjà en train d'être réparés, donc soyons rassurés. Et alors, il y aura une deuxième convention qui, là, aura cours pendant 10 ans et qui permettra de remplacer au fur et à mesure des hydrants qui ne fonctionnent plus ou qui sont, je veux dire, vieillissants, et que par sécurité, il vaut mieux les changer. Donc voilà, c'est une convention, deux conventions qu'on vous demande de signer et qui prendra cours au 1er janvier 2026, et le montant sera porté aussi au budget 2026. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques? Non.
Donc je vous propose qu'on passe au vote de ce point 22. Y a-t-il des votes pour? Unanimité. Merci. Il reste 3 points supplémentaires qui ont été avancés par NF-EZ. Donc le premier point supplémentaire, et ensuite il y aura évidemment la question orale de Laurent. Donc le point supplémentaire portant sur le projet éolien Lernu-Grandé, position et recours de la commune de la Bruyère adressé à l'échelon en charge de l'urbanisme. Je ne sais pas qui souhaitait parler dans ce groupe, Laurent. Oui, merci. Donc voilà, comme on le sait, l'administration régionale a remis ses avis concernant 2 permis qui étaient demandés, l'un par l'UNUS pour le territoire de la Bruyère et l'autre pour la nomination d'électricité pour 4 éoliennes situées sur l'Iernu-Grandé. Dans le cadre de ces 2 projets, les communes avoisinantes avaient remis des avis négatifs sur les 2 projets. La Bruyère ayant remis un avis positif sur celui de Meux et négatif pour les 2 autres. Contact pris avec l'administration, mais également avec les bourgmestres, les membres du collège, tant d'Iguezé que de Jambu, on m'a confirmé que la Bruyère allait aller en recours par solidarité dans un premier temps avec les 2 communes voisines concernant le projet éolien donc situé à Lierny et Grandé. Donc mes questions, c'était tout simplement de savoir jusqu'où vous irez en recours, la Bruyère, le collège est en recours avec les communes voisines en solidarité par rapport à cela. Aussi, quelles sont les actions concrètes que le collège prévoit-il pour défendre les habitants de nos villages directement impactés pour limiter la dégradation de notre cadre de vie et de notre paysage par rapport à l'éolien en Wallonie? Et le collège a-t-il l'intention de définir une stratégie claire et concertée avec les communes voisines, étant donné qu'elles se sont positionnées contre toutes les 2, contre tout nouveau projet éolien sur leur territoire? Je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, l'éolien, c'est un débat. On a tous les GSM et les voitures électriques à recharger. Et l'énergie, c'est un grand débat aussi. Et on a besoin des 3 énergies pour fonctionner de toute manière au quotidien. Ça, c'est un autre débat. Par rapport aux questions, donc les communes de Jambu et d'Iguezé ont bien introduit un cours dont nous avons pris connaissance récemment en collège. L'UNIUS aussi a introduit un cours, on vient d'apprendre. Voilà, donc la position du collège, c'est simplement de suivre les recours. Maintenant, la décision du collège aussi est très ferme à ce niveau-là. On n'ira pas plus loin, on n'ira pas en cours au Conseil d'État, tout simplement parce qu'on n'a pas d'argent à dépenser là-dedans. Puisqu'à partir du moment où on introduit un cours au Conseil d'État, évidemment, ça engage des frais d'avocat. Et on a décidé en collège qu'on ne mettait pas d'argent là-dedans, puisque finalement, nous, on ne demande rien. Donc voilà. Un grand regret, toutefois, c'est que l'éolien, on le subit de manière visuelle. Donc le bourgmestre faisait référence tout à l'heure au château de la Bruyère, où une fois qu'on se pose au château de la Bruyère, on est impacté par la vision de 24 éoliennes. Donc le gros souci pour le moment, c'est qu'on subit de manière visuelle l'impact éolien et qu'il y a évidemment une iniquité qui est évidente au niveau de la répartition de taxation des différentes éoliennes. Donc par rapport au collège, voilà, c'est vraiment en fait ça qui nous attriste, c'est que d'autres communes, par exemple comme Iguezé, ont 24 éoliennes et peuvent évidemment, dans leur budget communal, faire profiter les citoyens d'investissements qui sont directement liés aux taxes éoliennes, que nous, malheureusement, bien, on ne sait pas. Et on n'a aucune rentrée. On a justifié paye, donc voilà, le permis n'est pas accordé, c'est pas grave, on va vivre comme ça, mais je veux dire, c'est un peu dommage de devoir se passer de ces rentrées d'argent. Donc la question, en fait, c'est tout simplement peut-être d'envisager une question parlementaire sur cette fameuse iniquité, finalement. Ne devrait-on pas envisager une meilleure répartition finalement du nombre d'éoliennes sur tous les territoires pour que toutes les communes aient finalement les mêmes impacts? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi une meilleure uniformisation des taxes en fonction de la hauteur des mâts, en fonction de la proximité des villages, en fonction finalement de leur impact nuisant? Donc voilà, globalement ce que je peux vous dire, on n'a défini aucune stratégie, mais voilà, on regrette vraiment ce principe-là.
amèrement. On pourrait aussi imaginer une taxe doublée ou répartie entre les communes d'implantation, entre les communes voisines. Voilà, donc on regrette juste ça parce que finalement on subit vraiment les nuisances des voisins et nous on ne peut pas en implanter, mais voilà, c'est un petit peu dommage, tout en respectant le cadre de vie de nos citoyens bouillérois. Mais le rôle aussi du collège, c'est de devoir trouver donc un peu de financement de ce côté-là aussi, comme le font la plupart des communes wallonnes. Et nous, malheureusement, on ne peut pas profiter de cet axe qui est un petit peu dommage. Voilà, je ne sais pas si il veut rajouter quelque chose par rapport à ça, ou s'il y a d'autres questions. Merci Valérie. Merci pour tes réponses à nos questions. Donc, si j'entends bien pour que tout le monde résume, pour le projet de l'IR du Grand Lait, vous allez en retour avec les communes voisines de Jambou et d'Aiguezé, mais juste à la première phase, conseil d'État, vous n'avez pas plus loin, je peux entendre. Deuxième, j'entends que Luminus a également décidé en recours. Voilà, c'est leur choix, mais vu l'avis rentré par des fonctionnaires délégués techniques qui est assez cinglant pour le projet de MEU, j'ai des doutes par rapport au conseil d'État décidera. Ce n'est pas à nous à nous substituer. Oui, si on a quand même quelques rentrées sur les quelques éoliennes qui sont situées sur Warizou. Voilà, elles sont là, c'est les premières, elles nous rapportent. Aussi, oui, j'entends que vous faites le constat que la bouillère est impactée visuellement, mais en même temps, vous étiez prononcé pour le projet éolien de MEU, et donc, je veux dire, l'effet d'encerclement, l'effet visuel, vous étiez quand même pour. C'est bien de le dénoncer maintenant, étant donné que le fonctionnaire délégué et technique ont cassé le permis, mais en même temps, maintenant, c'est deux poids, deux mesures à deux situations différentes. À un moment, peut-être que c'est rentré sur les taxations qui sont sur Jambou et Aiguezé, il y aura bien un moment une fusion des communes, donc ça rapportera un moment lors de cette fusion à l'une ou l'autre. Voilà, ça, le temps nous le dira. On sera tous amenés un jour à se prononcer, peut-être dans 15 ans, s'il le faut, sur une fusion de la Bouillère ou de Jambou. Mais voilà, on a le temps de voir. Donc voilà, nous verrons. Peut-être ça. Je vous remercie. L'accessibilité et l'archivage des séances du conseil communal diffusées en ligne, adressées à des gens en charge de l'informatique et de la communication. Jean-François. Merci. C'est qui les gens en charge? L'informatique. Ouais. Voilà. Je laisse attendre, désolé. Vous êtes trop basé sur le budget. Voilà. Mais donc voilà, donc, tout simplement pour vous dire, donc, on souhaitait attirer l'attention sur une question importante relative à la transparence. On a dénoncé le manque de transparence de la mobilité, et donc on va insister là-dessus quand même, et à l'accessibilité des travaux du conseil communal. À ce jour, nous constatons que sur la page Facebook officielle de la commune, seule la vidéo de la séance du conseil communal d'août 2025 reste disponible en replay, tandis que toutes les autres séances précédentes ont disparu. Il semble que ce problème découle d'une décision prise par Facebook et Meta. Donc je ne mets pas sur le dos. Voilà. Entrée en vigueur en février 2025, limitant à 30 jours la disponibilité des vidéos live sur les pages, sauf si elles sont préalablement téléchargées ou transférées vers une autre plateforme. Dans ce contexte, nous avons posé plusieurs questions. Pouvez-vous confirmer que ce changement de politique de Facebook est bien à cause de la disparition des vidéos des conseils communaux antérieurs à août 2025? Quelles solutions le collège envisage-t-il afin d'assurer un archivage et une mise à disposition durable des séances du conseil, par exemple via le téléchargement régulier, hébergement sur le site communal ou diffusion via une autre plateforme, comme YouTube par exemple? Dans quel délai pensez-vous pouvoir mettre en place une solution technique garantissant l'accès au débat du conseil communal pour l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui ne savent pas le suivre en direct? Il est vrai que si tout le monde regarde en général, sur la page, on est tous sur notre téléphone, on regarde qui suit le conseil communal en direct, on est toujours interloqué en disant il n'y a pas grand monde. Mais si on observe, et c'est Rachel qui nous l'a dit, elle n'est pas là pour en attester, mais si on observe les personnes qui allaient voir le conseil par après, parce que tout le monde n'est pas
à 19h30 le jeudi devant son téléphone ou devant son PC. Mais il y a beaucoup de vues, en fait, des centaines de vues du conseil communal. Ça peut permettre à des personnes, même d'autres communes, de regarder un petit peu. De temps en temps, je regarde le conseil communal de Mons, c'est intéressant. Et donc voilà, mais ça permet aux journalistes aussi de pouvoir ne pas se déplacer et venir s'informer sur le site communal. Donc voilà, on se posait la question de savoir simplement si vous avez déjà réfléchi à cela. Et alors le collège compte-t-il informer officiellement la population de cette évolution et les nouvelles modalités prévues pour consulter les séances du conseil communal? Et j'en profite pour saluer le nouvel informaticien de la commune qui a commencé il y a peu de temps, visiblement, et qui, évidemment, ne commence pas par un super truc, mais ça doit parler de sa responsabilité. Voilà, ma petite question pour M. Léchevin, Baudouin-Rothilde. Merci Jean-François. Mais avant de répondre à ta question, je voulais en effet souhaiter la bienvenue à David et le remercier pour un début assez compliqué de bonne administration, parce qu'il s'est trouvé tout seul au niveau du service. Enfin, en live, vous n'allez pas le voir parce qu'il est derrière justement les caméras, mais en tout cas, je voulais le remercier publiquement, en effet, et on est très content de ce début au niveau de l'administration. Et le premier live ne s'est pas passé de la meilleure manière non plus. On a eu quelques difficultés en début de séance, mais il a pu tout remettre à jour. Et donc, pour te répondre plusieurs points, la première chose, c'est qu'il faut savoir, si on reprend l'historique des lives ont été mis en route au moment du Covid. Hein, c'était surtout à ce moment-là, parce que les gens ne pouvaient plus, même nous, ne pouvaient plus se déplacer pour le conseil communal. Et donc, on a mis les lives en route. Il faut savoir que tout citoyen a toujours l'occasion de trouver toutes les délibés, tous les PV via delib.be, où ils vont trouver tous les PV de tous les conseils communaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur les lives et dire attention, on va pouvoir aller trouver ce live pour avoir telle décision. Pourquoi? Regardez, aujourd'hui, le début du conseil n'a pas pu être publié, donc on n'aura jamais aucune trace de cette partie-là au niveau du live. Donc je veux rester prudent parce que la question fait un peu peur en disant le live est super important. En effet, pour celui qui ne sait pas se dépasser, c'est bien dommage parce que nous, on aimerait bien plus de public au niveau du conseil. Ça, ce serait une chose très intéressante. Merci d'ailleurs aux personnes présentes. Mais pour répondre maintenant, donc, en effet, c'est pas un du collège, c'est pas un conseiller de la majorité qui a décidé qu'après 30 jours, les vidéos n'étaient plus disponibles sur ce réseau, mais c'est en fait bien le réseau qui a décidé, et on était bien au courant de ce qui allait se passer par rapport à tout ça. Et donc, pour répondre à ta question, le conseil du mois passé est déjà disponible, donc remerciez à David s'il est disponible sur YouTube, donc à l'avenir, quand le live pourra avoir lieu, il sera disponible, il sera téléchargé sur YouTube à chaque reprise, et donc c'est déjà en fonction. Donc, encore merci à toi, David, pour avoir mis ça en œuvre. Là, je pense que j'ai répondu tout ce que je veux dire, mais en effet, pour moi, ce n'est pas le live la priorité. La priorité, c'est vraiment les PV. Les gens peuvent s'appuyer sur un PV pour avoir toutes les données disponibles, et c'est un plus pour celui qui ne sait justement pas se dépasser ce jour-là. Mais voilà, il ne faudrait pas mettre une super pression sur les services informatiques de la commune le jour où il y a un gros problème au live, dire qu'on ne peut pas faire le conseil parce que le live n'est pas disponible. Pour moi, la présence est quand même le moyen le plus facile de se renseigner et d'avoir les informations au niveau du conseil communal. Voilà. Moi, je propose qu'on finance convenablement les télévisions de proximité et que Bouquet vienne filmer l'intégralité des conseils communaux partout et le laisse sur leur site, comme ça il y aura une trace tout le temps des conseils communaux. Voilà, c'est une proposition, hein. Donc on l'annonce avec les oreilles. Voilà, donc maintenant on va passer au dernier point supplémentaire d'NFEP7 qui portait sur la sécurité, la circulation et le stationnement aux abords du terrain de football de Meux, adressé au bourgmestre et au premier échevin. Notre premier atout. Oui, en fait, on a été interpellés plusieurs reprises par certains riverains des problèmes récurrents et commencent
vraiment être préoccupés parce que les gens ne respectent vraiment rien. C'est souvent le samedi matin, lors des matchs des enfants, qui sont agressés par les parents. Et donc voilà, on se demandait un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport au stationnement anarchique malgré les panneaux, parce que oui, c'est un peu la solidité, on est d'accord. Une circulation dans les deux sens où il y a des manœuvres qui se font, pas de passage pour piétons, donc les enfants sont sur la route. Je suis passé une fois en là, je vous assure que je crois vraiment méritant. Il n'y a pas de passage pour piétons, il y a une tension qui s'est installée entre ces visiteurs et les riverains, parce qu'ils sont vraiment à certains samedis matins très menacés. Et donc voilà, ils avaient un peu de questions, voire ils étaient interpellés parce que le rôle, ça c'est peut-être plus Olivier, de la police locale, qui vient mais pas régulièrement, surtout lors de grands matchs. Ici c'est plus vraiment samedi matin, lors des matchs de jeunes, c'est ça qui les désole encore plus. Et alors il n'y a pas de mobilité, donc on ne sait pas non plus, voilà, on ne sait pas ce qu'il en est, donc on avait quelques questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quand même un problème dans cette rue Jean-Car en période de match, c'est l'horreur, il faut se le dire. Quelles consignes précises ont été données à l'organe de police pour assurer le respect du code de la route, la sécurité des piétons et la tranquillité du voisinage, voilà. Et alors, on se demande aussi si le collège envisage des trucs plus concrets comme le marquage d'un passage pour piétons, par exemple, le renforcement de l'éclairage dans les parking, parce que quand il fait plus noir, apparemment c'est ceux qui sortent de la verte, on ne les voit pas très bien. La sécurisation des trottoirs, puisqu'ils roulent dessus et il y a la main dessus. Et alors on avait aussi, on vous demandait si vous aviez pensé à la mettre en sens unique, comme elle est déjà en sens unique à moitié, la mettre jusqu'au bout, parce que quand même lors de grands matchs, vous la mettez en sens unique et ça marche beaucoup mieux. Il n'y a aucun problème qui se présente lors de ces manifestations qui sont en plus plus grandes, quoi. Donc voilà. Merci pour vos réponses. Voilà, ça va, effectivement, c'est une vraie question et nous en sommes parfaitement conscients. On a déjà réuni le football 3 fois avec la police et Didier peut confirmer puisqu'il nous accompagne. On a encore une réunion lundi avec le club et la police pour essayer de trouver les meilleures solutions. Il y a 3 phénomènes. Il y a celui des matchs à risque. Et là, chaque fois on se voit pour organiser les places de parking, l'arrivée des supporters, il y a 4 matchs à risque cette année-ci. Donc là, je dirais que c'est le plus facile à organiser parce que c'est bien structuré. Il y a les matchs où il y a beaucoup de personnes qui viennent et il y a les entraînements, les matchs des jeunes. Donc ici, on essaie de trouver la meilleure solution et on s'était dit, on va peut-être mettre la rue Jean-Car à sens unique dans le sens rue du village vers la rue de Liernu et uniquement stationnement à droite. Ici on a envoyé cette proposition à l'inspecteur de la région wallonne qui va analyser la situation. Mais on va le faire en zone, si on a l'accord de l'inspecteur, on va le faire en test pendant 3 mois, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une école, que le cadre doit venir à l'école, et que c'est pas facile en venant de la rue du village, qui a un établissement qui génère des réparations de gros engins et des machines agricoles, et donc il ne sait pas venir par le bas aussi, et donc à un moment il y a une maison entre les deux hangars, donc il doit passer. Il y a aussi une friterie et un boulanger avec des livraisons. Et donc on se rend compte déjà maintenant que c'est pas si simple que ça de mettre cette rue à sens unique, même si c'était l'idéal. Alors du coup, on va la faire en zone test dès qu'on aura un retour de la région wallonne. On travaille aussi avec le club, puisque on les oblige à désigner des stewards, des signaleurs. Donc lundi, on va vraiment essayer d'aller plus loin, de professionnaliser en tout cas nos idées pour faire en sorte que les riverains, les citoyens soient le moins impactés possible. On essaie de trouver des zones de taxi que je raconte, de parking, mais si on pouvait avoir des taxis, ce serait pas plus mal, entre les zones de parking et le foot. Mais ça peut être la SCAM, ça peut être la place, donc on essaye de trouver des moyens. On avait à un moment repéré des champs, mais bon, le football se pratique en hiver, donc les champs ne sont peut-être pas, idéal pour accepter en tout cas des parkings de voitures. Donc oui, nous en sommes conscients, oui, on travaille, on fait des tests avec les matchs à risque et les matchs où il y a beaucoup d'influence, et on aura l'influence, et alors on aura, je l'espère, un retour favorable de l'inspecteur pour mettre cette rue à sens unique en test.
se stationner uniquement à droite, et si jamais ça fonctionne, ben, on fera des marquages au sol pour bien vraiment dire là, délimiter les places. Et la petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que la rue des Chasses, on va empêcher le stationnement, parce que si jamais il y avait un gros problème, un incendie ou une ambulance qui devait aller dans ce clos-là, ce serait juste impossible, puisque c'est du stationnement illicite, et donc ça ne fonctionne pas. Rue des Chasses, donc là ce sera complètement interdit. Donc voilà en gros du guet, s'il y a d'autres choses à préciser, on travaille vraiment en collaboration, et la police, ok, on entend bien, mais venir verbaliser systématiquement, c'est pénaliser parfois des gens du village, c'est pénaliser les gens du club, mais à un moment, si ce qu'on met en place n'est pas suivi, ben là il y aura des consignes claires à la police de passer et de verbaliser. Et là, ben, quand on touchera au portefeuille des citoyens, peut-être que ça les fera peut-être un peu plus réfléchir que maintenant. Voilà ce que j'avais à répondre. Oui, si Didier peut compléter. Juste pour compléter, parce que bon, la police y passe. Naturellement, les matchs à risque, où il y a beaucoup d'influence. On a encore une réunion pour le match prochain, le mi-octobre, contre Namur, qui est à la fois un match où il y aura du monde et qui sera potentiellement à risque, entre guillemets, parce que bon, il y a eu des incidents il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Maintenant, le passage piéton, tu peux mettre un passage piéton, je suis certain que les gens passeront à côté, j'en suis formel. Maintenant, c'est question de civilité des conducteurs. On a déjà essayé aussi de mettre les gens, même peut-être un peu loin, mais sur la place de Meaux, on y va. On a la solution, pour l'instant, qui est temporaire, mais dans ces banques alimentaires. On a d'office que ni mettre les joueurs. La fois passée, on a eu difficile à convaincre que les joueurs qui arrivent plus tôt aillent se mettre là pour laisser des places sur le parking. Ça n'a pas été évident non plus, parce qu'il faut se mettre tout près, alors que c'est eux qui sont là bien avant. Maintenant, la solution qu'on a pour les matchs, on a eu le cas, le test a été fait il y a 15 jours avec Mons, ben, c'est qu'il doit venir en carte. Donc il restait seulement que 10 voitures qui venaient en dehors des 2 cartes qui étaient. Ben, on a vu le problème aussi des cartes. L'avantage de Meaux, c'est quoi? C'est qu'il y a un système public adresse où ils peuvent donner des plaques et les changer. Mais le cas contre Mons, c'est 3 avis, les gens vont bouger les voitures immédiatement. Donc il y a des solutions. La police commence d'abord à faire ça avant de verbaliser. Maintenant, s'il faut même dépanner en cas de nécessité, ils le font. Mais les gens sont tout prêts, on se trouve. Mais il ne faut pas se leurrer non plus, on a du personnel pour le match à risque. Il n'y aura pas des équipes tout le temps, même en plus en journée. Donc là, c'est exagéré, c'est vu que les gens téléphonent, les riverains téléphonent, des stationnements de garage, donc s'ils vont à ce moment-là, et on trouve facilement la solution, puisque avec le public adresse, la personne a vite le trouver. Mais c'est une question de civilité des parents. Le problème, on a remarqué aussi, les parents se garent mal, et non seulement ça, ils restent dans leur voiture en attendant encore, ils sont mal garés. Donc ils pourraient partir, je dirais, 50 mètres plus loin, se garer là et venir rechercher le gosse à la fin de l'entraînement. Et donc, il faut rester le plus près possible. Ils restent dans leur voiture. Donc, voilà. J'avais encore une petite question. Est-ce que vous prévoyez, après tout ça, une réunion avec le club, vous, le collège, le club et les riverains? Alors, pour le moment, c'est le club, la police et Grégory et moi, parce qu'on a la mobilité. Maintenant, après la zone test, oui, on va réunir les riverains pour voir un peu comment ça se passe et demander leur avis. Donc, à mon avis, on fera une petite réunion à la qui permettra un peu d'avoir l'avis et d'échanger aussi avec les membres du comité, les riverains avec les membres du comité, et le dialogue permettra peut-être aussi de trouver d'autres solutions. Parce qu'ils ont bien précisé qu'ils n'étaient pas anti-foot du tout, parce que c'était bien avant eux, mais que samedi matin, c'était... Et avec les gosses, on recule... C'est dangereux, on est d'accord. Pour avoir eu la chance de le vivre, puisque mes enfants ont joué là, c'était beaucoup avec les externes que la problématique se pose. Et ça, c'est effectivement une incivilité liée à... Parce que les habitués, ben, ils connaissent ou ils respectent, je dirais, même s'il n'y a pas de 100% de certitude quant au fait effectivement que les habitués puissent respecter, mais c'est surtout avec effectivement les personnes qui viennent là ponctuellement, là c'est plutôt des parkings sauvages, c'est plutôt effectivement l'irrespect qui règle. Merci. Merci. Et on termine juste par la question orale de Laurent, et après on pourra clôturer le conseil. Merci. Dans le cadre de l'analyse du compte 24, on avait questionné le collège, essentiellement l'État en charge
des finances ainsi que le directeur financier, mais aucun des deux n'avait la réponse, il viendrait vers le collège par rapport à l'explication à donner par rapport à l'augmentation des frais personnels. Je ne sais pas si l'administration a été questionnée, mais la réponse peut être formulée par écrit si nécessaire. Je vous laisse la primeur, monsieur le directeur. À partir du moment où la raison pour laquelle cette étude n'est pas encore sur la table, c'est que nous y travaillons. Il faut être le plus précis possible, donc le collège n'étant rien concerné là-dedans pour le moment, concerné, c'est-à-dire s'il n'est pas responsable du petit retard qui fait que vous n'avez pas encore ces chiffres, mais le service du personnel a été particulièrement sur la brèche ces temps-ci avec les recrutements, etc. Et donc on vous demande simplement un tout petit peu de patience. Aucune volonté de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, donc cette dernière question orale clôturait le conseil communal du 25 septembre. Donc merci. Excusez-moi, oui, parce Il faut quand même dire que ce sont des chiffres qui viennent de l'administration. Hein. Ce n'est pas nous qui chipotons dans les chiffres pour cacher quelque chose ou pas. Ah non, mais comme Michel dit pas encore, il faut quand même savoir que ce sont des chiffres de l'administration et qu'on ne dit pas, il faut quand même un moment. Nous avons toute confiance en l'administration. Oui, ben ça va, c'est bien. Voilà. Donc, comme le conseil a l'air de s'être bien passé jusqu'à maintenant, on va terminer sur cette juste une petite annonce pour monsieur le directeur général. Je ne sais pas si on peut annoncer que le prochain conseil communal qui avait lieu le 16 octobre prochain sera annulé, sera reporté au jeudi 5, 6, donc après les congés scolaires. Voilà, donc le mot de Grégory, donc retenez bien qu'il n'y aura pas du tout de conseil au mois d'octobre, mais que ça sera juste après les vacances de Toussaint. Donc nous clôturons le conseil du 25 septembre. Merci au très cher public qui était présent. Merci à notre très cher informaticien pour cette première. Et merci également à la presse, rentrez bien. Et également merci à ceux qui étaient présents en live et qui nous ont écoutés ou qui ont pris part à une partie du conseil. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.